Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne écoute à tous. C'était imprévisible, chaotique et impossible à contrôler. Tout le contraire de sa vie méticuleusement organisée. Pourtant, il se tenait là, observant des trompes d'eau s'abattre d'un ciel anthracite, bel et bien piégé au Conservatoire botanique de Manhattan. Il venait d'y conclure une réunion du conseil d'administration concernant la nouvelle initiative environnementale de sa fondation. Son chauffeur lui avait envoyé un texto, la circulation était complètement bloquée à cause des inondations, et l'élégante Bentley ne pourrait pas le rejoindre avant au moins 40 minutes. Les autres membres du conseil s'étaient dispersés, appelant leur propre chauffeur ou commandant des VTC, laissant Ethan Blackwood seul dans le bâtiment administratif adjacent au jardin. « Vous attendez que l'orage passe. » La voix, venue de derrière lui, était mélodieuse et pleine d'assurance. Ethan se retourna, son masque habituel d'indifférence froide solidement en place. La femme qui se tenait dans le couloir n'était pas ce à quoi il s'attendait. La plupart des femmes qu'il rencontrait dans un cadre professionnel portaient des tailleurs pantalons et arboraient des sourires de circonstance. Celle-ci portait un jean taché de boue et tenait un porte-bloc contre sa poitrine, tel un bouclier. Ses boucles sombres étaient relevées en un chignon désordonné sur le dessus de sa tête, des mèches rebelles encadrant un visage aux traits marquants et à la peau couleur acajou bruni, rayonnante de vitalité malgré la grisaille. « On dirait bien, » répondit-il, sa voix ne trahissant rien de l'étrange trouble qu'il ressentait. Elle hocha la tête et s'approcha pour se tenir à côté de lui devant la fenêtre. « Je suis Nadia Ellis, la conservatrice en chef. » Elle ne tendit pas la main, ne chercha pas à le flatter ni ne battit des cils, comme tant d'autres le faisaient en le reconnaissant. « Ethan Blackwood. Je sais qui vous êtes, monsieur Blackwood. La subvention de votre fondation finance notre nouveau système d'irrigation durable. » Elle sourit alors, et quelque chose d'inexplicable se produisit dans la poitrine d'Ethan, un serrement qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir jamais ressenti. « Voudriez-vous faire une visite en attendant ? J'allais justement voir les nouveaux spécimens tropicaux. Ils sont arrivés hier. » L'instinct d'Ethan fut de refuser. Il avait des emails auxquels répondre, des appels à passer. Le temps, c'était de l'argent, et il était bien plus riche en argent qu'en temps. Sauf si vous préférez rester au sec, ajouta-t-elle, ses yeux d'une remarquable teinte ambrée pétillant de malice. Mais vous manqueriez les jardins dans ce qu'ils ont de plus authentique. La pluie révèle la vraie nature. C'était un défi, subtil mais indéniable. Ouvrez la marche, mademoiselle Ellis. Elle sortit un grand parapluie d'un porte-parapluie près de la porte. Un seul suffira, dit-elle alors qu'il attrapait le sien. La conservation des ressources est notre spécialité, ici. Minutes plus tard, il s'avançait sous l'averse, protégé par le même parapluie. La pluie martelait le tissu dans un rythme primal qui semblait se synchroniser avec les battements accélérés du cœur d'Ethan. Sous la pluie, les jardins se transformaient, les couleurs s'intensifiaient, les feuilles luisaient, et l'odeur de la terre et de la végétation s'amplifiait. Nadia le guida le long des sentiers pavés, sa passion évidente tandis qu'elle lui présentait les collections. Elle ne simplifiait pas la science pour lui, parlant avec la conviction qu'il pouvait suivre son expertise. Il le pouvait. Et il se retrouva engagé dans une conversation sur l'agriculture durable et l'adaptation au climat, qui était à la fois intellectuellement stimulante et étrangement intime. Lorsqu'ils atteignirent la serre tropicale, une rafale soudaine retourna le parapluie. La pluie les trempa instantanément tous les deux. Nadia éclata de rire, un rire franc et sans retenue qui surprit Ethan presque autant que l'eau froide qui coulait maintenant dans son cou et sous son costume sur mesure. « Venez. » Elle attrapa sa main sans hésiter, l'entraînant vers le bâtiment de verre à une vingtaine de mètres de là. Ethan ne se souvenait pas de la dernière fois qu'on l'avait touché aussi naturellement, sans arrière-pensée ni faux-semblant. Ses doigts étaient forts et assurés autour des siens, et il se surprit à courir à côté d'elle sous l'averse, l'eau éclaboussant sous leurs pieds, le monde réduit à cette femme, à la pluie, et à cette légèreté inexplicable qui se répandait dans sa poitrine. Ils firent irruption par la porte de la serre, essoufflés et dégoulinants. Un air chaud et humide les enveloppa, lourd du parfum des orchidées et du feuillage exotique. Nadia lâcha sa main et se tourna vers lui, repoussant les boucles mouillées de son front. « Eh bien, monsieur Blackwood, dit-elle, les yeux brillants de malice. Maintenant, vous avez vraiment découvert les jardins. » Ethan la regarda vraiment. Les gouttelettes d'eau accrochées à ses longs cils,
perlant le long de la courbe gracieuse de son cou, disparaissant sous le col de sa chemise. Le coton fin, devenu transparent, collait à chaque courbe de son corps, révélant la silhouette d'une dentelle délicate en dessous, et le galbe altier de ses seins qui se soulevait à chaque respiration. Sa peau luisait comme de l'acajou poli dans la lumière diffuse de la serre, et Ethan sentit une bouffée de chaleur qui n'avait rien à voir avec la température tropicale. Pour la première fois depuis des années, peut-être même de sa vie, Ethan Blackwood sentit quelque chose se fissurer en lui, comme une terre desséchée recevant enfin la pluie après une sécheresse interminable. Du désir, oui, une vague soudaine et déferlante, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus intense. Cette femme magnifique, des gouttes de pluie glissant sur son beau visage, la passion rayonnant de chaque pore de sa peau, avait réussi à percer des défenses dont il ignorait même qu'elles tenaient encore. « Je le crois aussi, mademoiselle Ellis, répondit-il, sa voix s'abaissant à un timbre rauque qui le surprit lui-même. Et je me surprends à espérer que cet orage dure encore un peu. Le sourire de Nadia changea. Ses yeux ambrés s'assombrirent en remarquant la chaleur non dissimulée dans son regard. Elle ne recula pas, ne détourna pas les yeux. Au contraire, elle soutint son regard avec une intensité qui fit s'accélérer le pouls d'Ethan. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, le bout de sa langue apparaissant brièvement pour attraper une goutte de pluie au coin de sa bouche. Ce geste innocent envoya une décharge électrique en plein cœur d'Ethan. Les prévisions suggèrent que ce n'est que le début, dit-elle, sa voix plus douce, plus intime qu'auparavant. Certains orages, monsieur Blackwood, couvant très longtemps avant de finir par éclater. L'espace entre semblait chargé d'électricité, l'air lourd d'autre chose que de la simple humidité tropicale. L'espace d'un instant, ils restèrent immobiles, l'eau formant des flaques à leurs pieds, leur corps assez proche pour qu'ils puissent percevoir le parfum subtil de sa peau sous les senteurs terreuses de la serre. La pluie tropicale martelait en rythme le toit de verre au-dessus d'eux, créant un monde qui semblait n'exister que pour eux. Un sanctuaire, où le temps obéissait à des règles différentes. Ethan fit un demi-pas involontaire vers elle, attiré par une force invisible qu'il ne comprenait pas mais à laquelle il ne souhaitait pas résister. Sa main, bougeant d'elle-même, s'éleva pour écarter doucement une boucle mouillée de sa joue. Le bref contact de ses doigts contre sa peau chaude envoya un frisson à travers son corps, à la fois surprenant et exquis. Ethan Blackwood, qui mettait un point d'honneur à toujours anticiper ses actions, qui avait bâti un empire sur le calcul et le contrôle, se retrouva complètement dépourvu face à la faim sauvage et inconnue qui montait en lui. Et étrangement, merveilleusement, cela ne le terrifiait pas du tout. Chapitre 2, Pensée persistante. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'averse au conservatoire, et Ethan Blackwood n'arrivait pas à se concentrer. Les projections trimestrielles de la nouvelle division logicielle de Blackwood Innovation se brouillaient devant ses yeux, les chiffres se dissolvant en symboles vides de sens tandis que son esprit dérivait vers des yeux ambrés et une peau luisante de pluie. Monsieur Blackwood ? Son assistante de direction, Sophia, se tenait sur le seuil de son bureau, son expression empreinte d'une inquiétude soigneusement masquée. Tout va bien ? Le conseil vous attend dans la salle de réunion. Ethan jeta un œil à sa montre, surpris de constater qu'il avait 10 minutes de retard à sa propre réunion, chose qui n'était jamais arrivée en 15 ans d'existence de l'entreprise. Oui, très bien, dit-il en se levant brusquement et en ajustant sa cravate. J'arrive tout de suite. Alors qu'il suivait Sophia dans le couloir de son élégant gratte-ciel de Manhattan, Ethan luttait pour rassembler ses esprits. Quelque chose avait fondamentalement changé en lui depuis cet après-midi dans la serre. La sensation était étrangère, inconfortable, et pourtant, il se surprenait à en désirer davantage. La réunion du conseil se déroula avec efficacité, comme toujours. Ethan avait bâti son empire sur sa capacité à se concentrer, à séparer l'émotion de la prise de décision. Aujourd'hui, cependant, alors même qu'il guidait la discussion sur l'expansion du marché et répondait aux questions sur leur stratégie d'acquisition à venir, une partie de son esprit était restée dans cette serre, avec la pluie martelant le verre et le sourire entendu de Nadia Ellis. Plus tard, seul dans son bureau alors que le crépuscule tombait sur la ville, Ethan ouvrit son ordinateur portable et chercha le site web du Conservatoire botanique de Manhattan. La page « Notre équipe » affichait une petite photo de Nadia à côté de ses impressionnantes qualifications. Doctorat de Cornell. Recherche publiée sur l'agriculture adaptative au climat. Prix pour ses travaux de conservation. Avant de pouvoir se raisonner, Ethan attrapa son téléphone et composa le numéro qu'il avait mémorisé des documents du conseil. Mademoiselle Ellis, c'est Ethan Blackwood. Il garda sa voix soigneusement neutre. Je me demandais si vous seriez disponible pour discuter de l'avancement du projet d'irrigation,
peut-être autour d'un dîner demain soir? La pause à l'autre bout du fil dura juste assez longtemps pour lui faire regretter son impulsivité. Monsieur Blackwood, répondit-elle enfin, sa voix teintée d'amusement. Je soumets généralement des rapports d'étape mensuels à votre fondation. Y a-t-il un aspect spécifique du projet qui vous préoccupe? Elle voyait clair dans son jeu, et Ethan se surprit à sourire, une autre sensation inhabituelle dans ses relations professionnelles. Rien de préoccupant, non. J'ai simplement trouvé notre discussion de l'autre jour éclairante. J'aimerais la poursuivre. Une autre pause. Plus courte cette fois. Éclairante, répéta-t-elle, le mot porteur d'un poids qu'il ne parvenait pas à interpréter. Je suppose que je pourrais libérer mon emploi du temps. Mais je dois vous prévenir, Monsieur Blackwood, je suis bien plus intéressé par la conservation que par les mondanités. Moi aussi, mademoiselle Ellis. Disons 19 heures? Je peux envoyer une voiture. Je vous y retrouverai, l'interrompit-elle doucement. Envoyez-moi l'adresse par texto. Je viendrai par mes propres moyens. Après qu'elle eut raccroché, Ethan resta immobile, le téléphone toujours à la main. Dans son monde de béni-oui-oui et de sycophante, l'indépendance de Nadia Ellis était à la fois rafraîchissante et stimulante. Elle ne serait impressionnée ni par sa richesse ni par son pouvoir. Il devrait offrir quelque chose de complètement différent pour capter son intérêt. Cette pensée aurait dû le décourager. Au lieu de cela, Ethan se sentit plus intrigué que jamais. Le restaurant qu'il avait choisi n'était pas son lieu de prédilection habituel, pas d'étoiles Michelin ni de clientèle exclusive. Il avait opté pour un petit endroit plein d'âme à Harlem, connu pour sa cuisine authentique et ses pratiques durables. Il était arrivé en avance, demandant une table d'angle tranquille, loin des fenêtres, incertain de la raison de ce besoin d'intimité mais peu désireux d'examiner cette impulsion de trop près. Quand Nadia entra, les conversations dans le restaurant cessèrent un instant. Elle portait une simple robe portefeuille d'un bordeaux profond qui flattait son teint, ses cheveux relevés en un chignon élégant qui exposait la ligne gracieuse de son cou. Plusieurs hommes se retournèrent pour la suivre du regard, et Ethan sentit une bouffée de possessivité inhabituelle. « C'est une surprise, dit-elle en s'asseyant en face de lui. Je m'attendais au genre d'endroit qui exige 3 pièces d'identité et une vérification de crédit avant de vous tendre le menu. Sa franchise le prit au dépourvu, comme dans la serre. Auriez-vous préféré? Pas du tout. Mais je me demande pourquoi un homme qui peut dîner n'importe où en ville choisirait cet endroit précis. Peut-être ne suis-je pas l'homme que vous croyez, mademoiselle Ellis. Ses yeux, chauds et perspicaces, l'étudiaient avec une intensité déconcertante. Peut-être pas. Mais d'après mon expérience, les milliardaires sortent rarement du moule. Et quel serait ce moule? Le genre qui croit que tout et tout le monde a un prix. L'arrivée du serveur lui évita de répondre immédiatement. Lorsqu'ils furent de nouveau seuls, Ethan se pencha en avant, laissant tomber la façade lisse qu'il maintenait habituellement. J'ai choisi ce restaurant parce qu'il s'approvisionne auprès de jardins communautaires de Harlem et du Bronx, y compris le jardin éducatif que votre conservatoire a aidé à créer à l'école PS27. Il soutint son regard. Je fais des recherches, mademoiselle Ellis. Sur tous mes investissements. Quelque chose vacilla dans son expression. De la surprise, certainement. Mais peut-être aussi une pointe d'appréciation. C'est ce que je suis pour vous? Un investissement? Je ne sais pas ce que vous êtes pour moi, admit Ethan, l'honnêteté de sa réponse le surprenant lui-même. Je sais seulement que je n'arrive plus à penser clairement depuis que nous nous sommes rencontrés. La main de Nadia se figea autour de son verre d'eau. Son assurance fut momentanément ébranlée. Puis ses lèvres s'incurvèrent en un sourire qui transforma son visage et envoya une bouffée de chaleur dans les veines d'Ethan. Eh bien, monsieur Blackwood, dit-elle en saisissant son menu. C'est peut-être la première chose complètement sincère qu'un homme riche m'ait jamais dite. La soirée se déroula avec une facilité inattendue. Leur conversation glissa de la politique environnementale à la littérature, de l'innovation technologique à la philosophie. Ethan découvrit que Nadia avait grandi à la Nouvelle-Orléans, fille d'un musicien de jazz et d'une professeure de biologie. Elle avait financé ses études universitaires et son doctorat, refusant des postes plus lucratifs dans le secteur privé pour poursuivre sa passion pour la conservation. Vous auriez pu gagner 10 fois votre salaire actuel en travaillant pour Monsanto ou Dupont, remarqua Ethan alors qu'il partageait des bananes plantains au miel. Pourquoi avoir choisi le secteur associatif? L'expression de Nadia devint songeuse. Ma grand-mère avait un dicton, ce que tu aimes,
tu le protèges. Ce que tu protèges, s'épanouit. Elle croisa son regard. Je crois que les choses les plus précieuses en ce monde ne sont pas faites pour être marchandisées ou exploitées. Elles sont faites pour être chéries et préservées. Ethan sentit le poids de ces mots s'installer dans sa poitrine, reconnaissant le défi implicite qu'il représentait pour tout ce que son empire commercial symbolisait. Le succès, dans son monde, se mesurait en termes d'acquisition et de contrôle. Nadia fonctionnait selon un système de valeurs entièrement différent. « Et vous, monsieur Blackwood » demanda-t-elle en penchant légèrement la tête. « Que aimez-vous assez pour le protéger » La question le prit au dépourvu. En 42 ans, personne n'avait jamais demandé à Ethan Blackwood ce qu'il aimait. On l'interrogeait sur son portefeuille d'actions, ses plans d'expansion, sa prochaine cible d'acquisition. Jamais sur l'amour. « Je ne sais pas », répondit-il honnêtement. « Je ne suis pas sûr d'avoir jamais aimé quelque chose aussi profondément. » Au lieu de la pitié ou du jugement auquel il s'attendait, l'expression de Nadia s'adoucit avec compréhension. « Alors peut-être n'avez-vous pas encore trouvé quelque chose qui mérite un tel dévouement. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Ethan insista pour la raccompagner jusqu'à sa porte, malgré ses protestations. Le trajet en taxi jusqu'à son immeuble de Morningside Heights fut rempli d'un silence chargé, tous deux conscients du carrefour auquel ils étaient arrivés. Devant son immeuble, des gouttes de pluie commencèrent à tomber, un léger crépitement qui semblait faire écho au rythme accéléré du cœur d'Ethan. Nadia se tourna vers lui avec un sourire qui tenait à la fois de l'invitation et du défi. « Il semble que nous soyons destinés à finir sous la pluie ensemble, monsieur Blackwood. »« Ethan, dit-il doucement. »« Je m'appelle Ethan. »« Ethan, répéta-t-elle. Son nom sur ses lèvres lui envoya un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie fraîche qui tombait maintenant plus drue autour d'eux. Il s'approcha d'elle lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle leva le visage vers le sien, la pluie s'accumulant sur ses cils et sur la courbe de ses lèvres. Quand il abaissa enfin sa bouche sur la sienne, le contact fut électrique, une déferlante de sensations qui lui coupa le souffle et alluma une faim qu'il n'avait jamais connue. Ses lèvres étaient douces mais insistantes, répondant aux siennes avec une passion égale. Le baiser s'approfondit, devint plus exigeant. Ses mains glissèrent pour encadrer son visage tandis que les siennes agrippaient les revers de sa veste, l'attirant plus près. La pluie les trempa tous les deux, mais ni l'un ni l'autre ne le remarqua ou ne s'en soucia, perdus dans leur découverte mutuelle. Quand ils se séparèrent enfin, essoufflés et ruisselants, Ethan appuya son front contre le sien, refusant de rompre complètement la connexion. « J'aimerais vous revoir » murmura-t-il, la voix rauque de désir. « Demain. » Nadia sourit contre ses lèvres, puis recula, créant de l'espace entre eux. « Pas demain, dit-elle, ses yeux toujours sombres de la même faim qui le parcouraient. Je ne précipite rien d'important, Ethan. Appelez-moi dans 3 jours. Si vous êtes toujours intéressé. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle avait disparu, s'évanouissant sous la pluie. Il avait encore le goût d'elle sur ses lèvres et sentait, pour la première fois depuis des décennies, l'étincelle dangereuse d'un sentiment proche de l'espoir s'allumer dans sa poitrine. Chapitre 3, le sanctuaire des verdures. Ethan attendit exactement 3 jours avant de rappeler Nadia, pas un instant plus tôt, bien que chaque heure fût un exercice de retenue. Quand elle répondit, sa voix portait une chaleur qui voyagea à travers la ligne téléphonique jusqu'à son cœur. « Je commençais à me demander si vous aviez oublié notre arrangement, dit-elle, bien que son ton suggéra qu'elle n'avait jamais douté qu'il appellerait. « 3 jours, à l'heure près, répondit Ethan, jetant un œil à sa montre. Je suis tout ce qu'il y a de plus précis. Son léger rire envoya une vague de chaleur en lui. C'est vrai. Et qu'aviez-vous en tête exactement pour notre seconde entrevue? La pause avant le dernier mot était délibérée. Chargée de signification qu'aucun des deux n'était prêt à articuler. En fait, j'espérais que vous pourriez me montrer quelque chose que la plupart des gens ne voient jamais. C'est une sacrée requête, monsieur Blackwood, répondit-elle, sa voix baissant d'un ton qui fit s'accélérer son pouls. Je parlais du conservatoire, clarifia-t-il, bien que la direction de ses pensées se fût certes égarée ailleurs. Quelque chose de spécial, que la plupart des visiteurs ne voient jamais. Il y eut un silence au bout du fil. Il se trouve, dit-elle finalement, que nous avons un événement rare ce soir. Un céreux à floraison nocturne est sur le point de s'ouvrir. Une reine de la nuit. Ils fleurissent une fois par an, parfois moins, et seulement pour une seule nuit. La fleur s'ouvre vers minuit et se fane à l'aube.
Cela semble parfait, dit Ethan immédiatement. Ce n'est pas exactement un rendez-vous conventionnel, prévint Nadia. La serre à minuit, à regarder une fleur éclore. Je pense que nous avons établi que ce n'est pas le conventionnel qui m'attire chez vous, mademoiselle Ellis. Sa légère inspiration fut tout juste audible. Le conservatoire ferme à 17h. Venez à l'entrée de service et à 23h30. Je vous attendrai. Le conservatoire botanique de Manhattan prenait une qualité surnaturelle la nuit. Le clair de lune filtrait à travers les panneaux de verre de la serre principale, projetant des ombres tachetées sur les sentiers sinueux et créant des reflets argentés sur les larges feuilles tropicales. L'air humide était lourd de parfum, plus doux encore dans l'obscurité. Nadia l'attendait à l'entrée de service comme promis, vêtue d'un pantalon noir ajusté et d'un haut bleu fluide qui rappelait à Ethan les eaux tropicales. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules ce soir. Un nuage de boucles luxuriantes dans lequel il mourait d'envie de passer ses doigts. « Bienvenue au conservatoire après la fermeture », dit-elle doucement, le guidant le long d'un sentier éclairé uniquement par de petites lumières solaires encastrées dans le sol. Peu de gens ont l'occasion de voir cet endroit dans le noir. Je commence à comprendre que l'exclusivité est votre spécialité, répondit Ethan, se calant à côté d'elle, assez près pour que leurs mains s'effleurent occasionnellement, chaque contact envoyant des étincelles sur sa peau. Elle le conduisit à une section spéciale de la serre où un groupe de chercheurs et de bénévoles s'était rassemblé autour d'une grande plante en pot au centre. Un unique bouton dépassait, palais encore presque fermé. Timing parfait, murmura Nadia, les plaçant là où ils pouvaient observer sans gêner les chercheurs. Ils commencent juste à s'ouvrir. Durant l'heure qui suivit, ils observèrent dans un silence émerveillé le bouton se déployer lentement, révélant des pétales d'un blanc immaculé qui semblait luire au clair de lune. Le parfum devint de plus en plus fort. Une douceur enivrante qui emplit la serre. C'est la beauté la plus éphémère de notre collection, expliqua Nadia, sa voix douce et respectueuse. Toute cette splendeur pour seulement quelques heures, puis elle disparaît jusqu'à l'année prochaine. Pourquoi dépenser autant d'énergie pour quelque chose d'aussi fugace, demanda Ethan, sincèrement curieux. Nadia se tourna vers lui, son expression songeuse dans la lumière argentée. Certains pourraient demander pourquoi ce qui est beau a besoin de justifier son existence, dit-elle. Mais biologiquement parlant, c'est une question de survie. Cette extravagance, la taille, le parfum, la couleur blanc pur qui brille au clair de lune. Tout cela sert à attirer le pollinisateur spécifique dont cette plante a besoin. Elle mise tout sur cette seule nuit, cette unique chance de se perpétuer. Une stratégie à haut risque, observa Ethan, se trouvant ému par l'étalage désespéré de la plante. La nature ne craint pas le risque comme les humains, répondit Nadia. Parfois, les résultats les plus magnifiques exigent les plus grandes vulnérabilités. Leurs regards se croisèrent dans l'obscurité tachetée de lune, et Ethan sentit le poids de ces mots s'installer entre eux comme un défi. Cette femme voyait à travers ses façades soignées et ses décisions calculées, jusqu'au noyau prudent qu'il avait construit autour de sa vie. Alors que la foule des chercheurs s'éclaircissait, passant à d'autres spécimens, Ethan et Nadia se retrouvèrent seuls devant la magnifique fleur. « Puis-je » demanda-t-il en désignant la fleur. Nadia hocha la tête, et Ethan s'approcha, inhalant le parfum enivrant. Les pétales semblaient vibrer de vie. Il comprit soudain pourquoi les humains avaient toujours été attirés par la beauté qui ne dure pas. Elle exigeait une présence, une attention complète à l'instant avant qu'ils ne disparaissent à jamais. Quand il se retourna vers Nadia, elle l'observait avec une intensité qui lui coupa le souffle. Le clair de lune jouait sur ses traits, soulignant l'architecture élégante de ses pommettes, la plénitude de ses lèvres, la profondeur intelligente de ses yeux. « Merci d'avoir partagé cela avec moi, » dit-il, sa voix plus basse qu'il ne l'avait prévu. « C'est extraordinaire. »« Vous me surprenez, Ethan Blackwood, » répondit-elle. Elle s'approcha. « Je ne m'attendais pas à ce qu'un magnate de la technologie apprécie quelque chose qu'il ne peut ni acquérir ni contrôler. J'apprends que les expériences les plus précieuses sont peut-être celles qu'on ne peut pas posséder, » dit-il, tendant la main pour effleurer sa joue, incapable de résister plus longtemps. Seulement vivre. Seulement se souvenir. Sa peau était chaude sous son contact. Nadia ferma brièvement les yeux, puis leva les yeux vers lui avec un mélange de désir et de prudence qui fit s'emballer son cœur. « Soyez prudent, » murmura-t-elle. « Je ne suis pas un spécimen rare que vous pouvez ajouter à votre collection. »« C'est exactement pourquoi je suis ici, » admit Ethan, faisant glisser sa main pour en serrer sa nuque, l'attirant plus près.
Parce que vous êtes la première chose que je rencontre depuis des décennies que je ne peux ni prédire ni contrôler. Vous me terrifiez, Nadia Ellis. Et je ne peux pas rester loin. Le baiser, quand il vint, fut plus profond et plus urgent que le premier. Le corps de Nadia fondit contre le sien, ses bras s'enroulant autour de son cou alors qu'elle répondait à sa faim avec la sienne. Ethan se perdit dans son goût, dans le léger son qu'elle émit lorsque ses mains explorèrent la courbe de sa taille, le creux de ses reins, le galbe de ses hanches. L'espace sacré, le clair de lune, la fleur rare libérant son parfum séduisant. Tout conspirait à créer un moment hors du temps. Leurs corps se pressèrent l'un contre l'autre. Les mains d'Ethan glissèrent plus bas, soulevant Nadia jusqu'à ce qu'elle soit assise sur le rebord d'une table de plantation, leurs bouches toujours soudées dans une exploration affamée. On devrait arrêter, halta-t-elle contre ses lèvres, alors même que ses jambes s'enroulaient autour de sa taille, l'attirant plus près de sa chaleur. N'importe qui pourrait entrer. Voulez-vous arrêter, demanda Ethan, déposant des baisers le long de sa gorge, enivré par le goût de sa peau. Non, admittait-elle, ses doigts se glissant dans ses cheveux. Mais je ne mélange pas les affaires et le plaisir. Et vous, Ethan Blackwood, vous êtes techniquement mêlé à affaire. Avec une réticence visible, elle détacha ses jambes de sa taille et se recula, créant un espace entre eux, bien que ses yeux brûlassent toujours du même désir qui parcourait ses propres veines. C'est compliqué, dit-elle, lissant ses cheveux avec des doigts tremblants. Votre fondation finance mon travail. Il y a des considérations éthiques, des limites professionnelles. Ethan voulut argumenter, mais il la respectait trop pour écarter ses réserves. Au lieu de cela, il prit sa main, la portant à ses lèvres. Alors je devrais trouver un moyen de simplifier les choses, dit-il, son esprit calculant déjà les possibilités. Parce que je ne pense pas qu'aucun de nous ne soit prêt à prétendre que cela n'est pas en train d'arriver. Le sourire de Nadia revint, lent et entendu. Non, je ne pense pas que nous puissions prétendre cela, acquiesça-t-elle, entrelaçant ses doigts aux siens. Ils restèrent dans la serre jusqu'à l'aube, regardant la magnifique fleur commencer son inévitable déclin. Leur conversation dériva sur des territoires personnels. Ils ne s'embrassèrent plus, bien que le désir restât un courant palpable entre eux. Alors qu'ils marchaient enfin vers la sortie, Nadia se tourna vers lui. « Je devrais vous dire quelque chose avant que cela n'aille plus loin, dit-elle. J'ai été blessée par le passé. Gravement. Par un homme qui me voyait comme un trophée exotique à ajouter à sa collection. Je ne me mettrai plus dans cette position. » Ethan réfléchit avant de répondre. « Je ne peux pas promettre que je ne vous blesserai pas, Nadia. Je n'ai pas vraiment la réputation. Mais je peux vous promettre que je vous vois. Pas comme un trophée, mais exactement comme celle que vous êtes. » Elle l'étudia longuement, puis hocha la tête. Un pas à la fois, alors, dit-elle. Et le sourire qui fleurit sur son visage rivalisait de beauté avec la reine de la nuit. Voyons où cela nous mène. Chapitre 4, première floraison. L'invitation au gala de charité annuel de la Fondation Blackwood arriva au bureau de Nadia sur un papier cartonné couleur crème, livré en main propre avec une petite boîte contenant une unique orchidée parfaitement préservée de la même variété rare qu'elle avait montrée à Ethan. Le mot, manuscrit d'une écriture masculine et précise, était bref mais lui envoya un frisson d'anticipation. L'événement est au profit des efforts mondiaux de conservation. Votre expertise serait inestimable. Mais pour être honnête, je veux simplement que vous soyez là. Nadia passa ses doigts sur les lettres élégantes, partagées entre le désir et l'appréhension. Au cours des semaines qui avaient suivi leur rencontre au clair de lune, ils avaient développé une connexion qui défiait ses attentes. Il avait révélé des aperçus d'une enfance marquée par l'instabilité, elle avait partagé les défis d'être une femme de couleur dans le monde universitaire. Ce qu'il n'avait pas fait, c'était définir la nature de ce qui se passait entre eux, bien que chaque regard vibrât d'un désir contenu. Cette invitation représentait un seuil. Assister au gala signifiait entrer dans le monde d'Ethan, une sphère de richesse et de pouvoir que Nadia avait toujours considérée avec scepticisme. Après un après-midi d'indécision, elle appela sa meilleure amie, Lena. « Tu te prends la tête, dit Lena. L'homme est clairement envoûté. Va à cette fête, porte quelque chose de spectaculaire et vois s'il y a plus que de l'attirance. Son monde est si différent du mien, soupira Nadia. Tu devrais voir ces gens. Ils me regardent comme si j'étais un spécimen exotique. Alors laisse-les regarder, répliqua Lena. Tu as passé ta carrière à mettre les gens puissants mal à l'aise avec des vérités qu'ils préfèrent ignorer. Pourquoi arrêter maintenant? La nuit du gala,
la robe que l'ami de Lena avait créée était un chef-d'œuvre, une soie émeraude qui drapait les courbes de Nadia comme un liquide, avec des éléments structurels inspirés des feuilles qui se déploient. C'était à la fois élégant et indéniablement botanique. La voiture qu'Ethan envoya la déposa au temple de Dendur, au Metropolitan Museum, transformée pour la soirée en un luxuriant jardin intérieur. Nadia sentit les yeux sur elle dès son entrée. Elle garda la tête haute. Elle repéra Ethan immédiatement. Il se détachait du lot. Puis, comme s'il sentait sa présence, il leva les yeux. Leurs regards se verrouillèrent à travers la salle comble. L'expression d'Ethan se transforma, le masque social poli remplacé par quelque chose de brut et d'affamé. Il s'excusa auprès de ses interlocuteurs et se dirigea vers elle avec détermination. « Vous êtes venu, dit-il, sa voix basse, uniquement pour elle. J'avais dit que je le ferais. Vous êtes magnifique, dit-il simplement, son regard parcourant son corps avec une appréciation non dissimulée. Non, pas la robe, interrompit Ethan, ses yeux retrouvant les siens. Vous êtes magnifique. Avant que Nadia ne puisse répondre, un couple élégamment vêtu les rejoignit. Ethan, chérie, ronronna la femme. Et qui est votre charmante amie? Isabella, répondit Ethan, sa main se posant de manière possessive au creux des reins de Nadia. Permettez-moi de vous présenter le docteur Nadia Ellis, conservatrice en chef du Conservatoire botanique de Manhattan et la plus grande experte en conservation adaptative au climat du Nord-Est. L'accent qu'il mit sur ses qualifications était un message clair, elle devait être respectée pour ses réalisations. Le sourire d'Isabella se crispa presque imperceptiblement. Comme c'est fascinant. Je ne crois pas vous avoir déjà vu à ces événements. Non, en effet, acquiesça Nadia aimablement. Je passe généralement mes soirées avec les plantes. Elles sont moins enclines à poser des questions évidentes. La main d'Ethan se pressa plus fermement contre son dos. Le travail de Nadia révolutionne notre approche de la conservation en milieu urbain, dit doucement Ethan, désamorçant la tension. Après le dîner et les discours, il la guida à l'écart, sur une petite terrasse jardin déserte. Le ciel était zébré d'éclairs lointains. J'avais besoin d'un moment seul avec vous, admit-il, sa voix rauque. Vous avez été la seule chose sur laquelle j'ai pu me concentrer de toute la soirée. Nadia se tourna vers lui. Isabella semblait elle aussi très concentrée sur vous, observa-t-elle. Ancienne petite amie, ancienne erreur, corrigea Ethan en se rapprochant. Une des nombreuses que j'ai commises quand je pensais que les relations n'étaient qu'une autre forme de négociation commerciale. Et que pensez-vous qu'elles sont, maintenant, demanda Nadia, son cœur battant la chamade. Je pense, dit-il lentement, levant une main pour tracer la ligne de sa mâchoire, qu'il s'agit de trouver quelqu'un qui vous donne envie d'être meilleur. Quelqu'un qui voit au-delà de vos façades. Son pouce effleura sa lèvre inférieure. Quelqu'un qui vous terrifie et vous exalte à la fois. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Ethan, murmura Nadia. Dites-moi que vous le ressentez aussi, dit-il, une vulnérabilité rare dans son regard. Dites-moi que je ne suis pas seul là-dedans. Au lieu de répondre, Nadia combla la distance restante, ses lèvres trouvant les siennes avec une faim qui s'était accumulée depuis leur première rencontre. Le baiser fut électrique, dévorant. La pluie tomba plus fort, trempant la soie de sa robe, collant la chemise blanche d'Ethan à son torse musclé. Quand ils se séparèrent enfin, haletants, l'orage avait pleinement éclaté. Nous devrions rentrer, réussit-il à dire, ses mains toujours possessives sur sa taille. Ou nous pourrions partir, suggéra Nadia, s'étonnant de sa propre audace. Vos discours sont terminés. Vos obligations remplies. Un lent sourire se dessina sur le visage d'Ethan. Suggérez-vous que nous abandonnions mon propre gala, docteur Ellis? Je suggère, dit-elle en se hissant sur la pointe des pieds pour lui murmurer à l'oreille, qu'il y a de meilleures façons d'être trempé que de rester sous la pluie. Le souffle d'Ethan se coupa. Ses yeux, lorsqu'ils croisèrent à nouveau les siens, contenaient une promesse qui la fit vaciller. Ma voiture attend, dit-il d'un grondement sourd. Dites un mot, et nous sommes partis. Nadia prit sa décision. Ramène-moi chez toi, Ethan, dit-elle simplement. Chez moi. Son baiser en réponse fut vif et féroce. Puis, main dans la main, ils coururent sous l'averse vers la voiture qui attendait, laissant le gala derrière eux. Le trajet jusqu'aux pentouses d'Ethan se passa dans un brouillard de désir contenu. Dans l'intimité sombre de la banquette arrière, leurs baisers devinrent de plus en plus urgents. Au moment où ils atteignirent son immeuble, le corps de Nadia vibrait de besoin.
L'ascenseur privé offrit une autre occasion. Ethan la plaqua contre le mur de miroir, sa bouche brûlante contre sa gorge tandis que ses mains ramassaient la soie humide de sa robe, ses doigts traçant avec un soin exquis la peau nue de ses cuisses. Nadia halta lorsque son contact s'aventura plus haut, découvrant la bordure en dentelle de ses sous-vêtements avec un grognement d'appréciation. « J'imagine ça depuis ce premier jour sous la pluie », confessa-t-il contre sa peau, la voix rauque de désir point l'étreinte sous l'orage toi, mouillé et magnifique, et dans mes bras. La réalité, parvint à articuler Nadia, tandis que ses doigts trouvaient le centre de son besoin, caressant avec une pression délibérée, a des avantages distincts sur l'imagination. Son rire sourd vibra contre sa gorge juste au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvraient sur son Penthouse, un chef-d'œuvre de design moderne avec des baies vitrées offrant une vue spectaculaire sur la skyline orageuse de Manhattan. Sans prévenir, Ethan la souleva dans ses bras, la portant à travers l'espace faiblement éclairé jusqu'à sa chambre avec une certitude qui suggérait qu'il avait imaginé ce chemin de nombreuses fois auparavant. La pièce était minimaliste mais luxueuse, dominée par un lit immense au drap anthracite et un mur de fenêtres qui transformait la tempête extérieure en une toile de fond dramatique pour ce qui allait se dérouler entre eux. Ethan déposa Nadia sur ses pieds près du lit, ses mains se dirigeant vers la fermeture éclair de sa robe trempée par la pluie, ses yeux interrogateurs. À son acquiescement, il abaissa lentement la tache, son souffle se coupant audiblement tandis que la soie émeraude glissait de ses épaules pour s'amasser à ses pieds, la laissant vêtue seulement de délicates dentelles noires. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue, dit-il, sa voix feutrée par le respect. Nadia, enhardie par l'admiration non dissimulée dans son regard, tendit la main vers les boutons de sa chemise. « Ton tour, murmura-t-elle, les défaisant un par un jusqu'à ce qu'elle puisse repousser le tissu détrempé de ses épaules, révélant un torse sculpté par l'exercice régulier, légèrement poudré de poils sombres qui se rétrécissaient en une traînée tentante, disparaissant sous la ceinture de son pantalon. Ils se déshabillèrent l'un l'autre avec une lenteur délibérée. Chaque centimètre de peau nouvellement exposé exploré par des mains et des lèvres avec une attention respectueuse. Lorsqu'ils furent enfin nus, Ethan allongea Nadia sur son lit avec une tendresse qui contrastait avec la féroce faim dans ses yeux. « Dis-moi ce que tu veux, dit-il, planant au-dessus d'elle, son corps manifestement prémait sa maîtrise toujours admirablement intacte. Dis-moi comment te faire plaisir. » La vulnérabilité de la demande, venant d'un homme habitué au pouvoir et au contrôle en toutes choses, émut profondément Nadia. Elle leva la main pour tracer les lignes fortes de son visage, laissant son toucher communiquer ce que les mots pourraient ne pas réussir à transmettre. « Je te veux, dit-elle simplement, tout de toi, pas seulement le milliardaire ou l'homme d'affaires ou tout autre rôle que tu joues. Je veux Ethan, l'homme véritable. » Quelque chose changea dans son expression, un relâchement des défenses longtemps maintenues, un abandon qu'elle reconnut comme le miroir du sien. Quand il abaissa son corps sur le sien, quand ils s'unirent dans une connexion qui semblait à la fois inéluctable et miraculeuse, ce fut avec une complétude qui transcendait le simple physique. Ils bougèrent ensemble avec une urgence croissante, la tempête extérieure offrant une bande-son primitive à leur passion. Les mains d'Ethan semblaient être partout à la fois, découvrant les secrets de son corps avec une attention dévouée. Nadia égala sa ferveur, ses inhibitions se dissolvant face à une adoration si concentrée. Lorsque le premier sommet de plaisir la submergea, son nom fut un cri sur ses lèvres, son corps se cambrant contre le sien en parfaite harmonie. Ethan la suivit au-delà du précipice quelques instants plus tard, son visage enfoui dans la courbe de son cou, son corps frémissant de délivrance alors qu'il murmurait son nom comme une prière contre sa peau. Après, ils restèrent enlacés dans les draps refroidis par la tempête, la pluie tambourinant toujours contre les fenêtres tandis que des éclairs illuminaient occasionnellement leurs formes entrelacées. Ethan traça des motifs indolents sur l'épaule nue de Nadia, son expression pensive dans la pénombre. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, se redressant sur un coude pour étudier son visage. « Que j'ai acquis des entreprises et des propriétés valant des milliards, répondit-il avec une franchise surprenante, mais je n'ai jamais ressenti le sentiment de justesse que je ressens en ce moment, avec toi dans mes bras. » La simple honnêteté de la déclaration, venant d'un homme qui avait bâti son empire sur le calcul stratégique, toucha quelque chose de profond dans le cœur soigneusement gardé de Nadia. Elle se pencha pour l'embrasser doucement, une promesse et une reconnaissance du territoire inattendu qu'ils naviguaient désormais ensemble. Dehors, la tempête continuait sa symphonie, rappel des forces élémentaires qui les avaient réunis. À l'intérieur, enlacés l'un à l'autre, Ethan et Nadia s'abandonnaient à la nouvelle réalité qu'ils étaient en train de créer. Une réalité où la vulnérabilité était une force et où le contrôle cédait la place au pouvoir supérieur de la connexion. Chapitre 5, Racine et elle. Le lendemain matin, Nadia se réveilla dans les bras d'Ethan, le soleil inondant la pièce à travers les baies vitrées.
Au petit déjeuner sur sa terrasse, ils partagèrent leurs histoires personnelles. Ethan révéla son enfance avec un père alcoolique qui avait abandonné la famille, une mère qui travaillait 3 emplois, et les bourses qui avaient été son billet de sortie de la pauvreté. Ça explique tout, dit Nadia. Le contrôle. La construction de l'empire. Tu as créé un monde où tu ne serais plus jamais à la merci de forces que tu ne pouvais pas gérer. Et toi, Nadia, demanda-t-il. Quelles forces ont façonné ton approche de la vie? Nadia lui parla de son père musicien de jazz et de sa mère biologiste, et comment elle avait appris très tôt qu'en tant que femme noire, elle devrait toujours travailler 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Lorsqu'Ethan l'interrogea sur son divorce, son expression s'assombrit. Jordan était un avocat d'affaires issu d'une bonne famille. Quand nous nous sommes rencontrés, il semblait valoriser mon intelligence. Plus tard, j'ai réalisé qu'il valorisait surtout l'image d'avoir une épouse noire bien éduquée. Sa preuve d'illumination. Elle détourna le regard. Quand j'ai refusé de jouer l'ornement exotique lors des événements de son cabinet, quand j'ai insisté pour maintenir ma propre identité et ma carrière, les choses se sont effondrées. Le divorce a été affreux. Ethan tendit la main par-dessus la table pour prendre la sienne. C'était un idiot, dit-il simplement. Peut-être, convint Nadia, mais cela m'a appris à être prudente quant au flou entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Elle le regarda droit dans les yeux. Ce qui rend cette chose entre nous compliquée. Ethan porta sa main à ses lèvres. Je ne veux pas être juste une complication de plus dans ta vie, Nadia. Je veux être ton partenaire, ton égal. Le mot partenaire resta suspendu entre eux, chargé de possibilités qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à nommer. L'instant fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Nadia, un rappel de sa prochaine réunion. Je dois y aller, dit-elle à contre-cœur. Ethan s'arrangea pour que son chauffeur la ramène chez elle se changer avant son rendez-vous. À sa porte, leur baiser d'adieu menaça de se transformer en quelque chose qui la mettrait définitivement en retard. Ce soir, demanda Ethan, son front contre le sien. Ce soir, convint Nadia. Chez moi cette fois. Je veux que tu vois où j'habite. Ce soir-là, Ethan arriva à l'appartement modeste de Nadia à Morningside Heights, portant une bouteille de vin et un spécimen rare d'orchidées. Son foyer était l'opposé de son penthouse minimaliste, couleur chaude, étagère débordante de livres, et des plantes partout, transformant le petit espace en un sanctuaire vibrant. Alors qu'il partageait un repas simple qu'elle avait préparé, Ethan se retrouva plus détendu qu'il ne se souvenait l'avoir été depuis des années. Dans ce cadre intime, sans les attributs de sa richesse et de sa position, il se sentait étrangement libéré, vu pour lui-même plutôt que pour son empire. Après le dîner, le tonnerre gronda dehors, et la pluie commença à tambouriner contre les fenêtres. Encore un orage, observa Ethan avec un sourire. Il semble être notre compagnon constant. J'ai toujours aimé les orages, répondit Nadia, se déplaçant pour se tenir près de la fenêtre. Il nous rappelle qu'il y a des forces dans ce monde plus puissantes que le contrôle humain. Ethan vint derrière elle, enlaçant ses bras autour de sa taille, ses lèvres trouvant le point sensible sous son oreille. Je commence à apprécier la beauté de l'abandon. Elle se tourna dans ses bras, son visage sérieux. Avant que cela n'aille plus loin, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne serai pas un secret, ni une diversion, ni une expérience exotique. Si nous faisons cela, vraiment, ça doit être réel. Ça l'est déjà, dit Ethan, encadrant son visage dans ses mains, plus réel que tout ce qui a pu l'être dans ma vie. Leurs ébats cette nuit-là furent à la fois tendres et féroces, une manifestation physique des barrières émotionnelles tombant entre eux. Dans les confins intimes de sa chambre, entouré des preuves de sa vie et de ses passions, Ethan s'abandonna complètement aux sentiments qu'il avait tenus à distance. Avec l'orage pour témoin, ils forgèrent une connexion plus profonde qui l'exaltait et le terrifiait par son intensité. « Je tombe amoureux de toi », murmura-t-il contre sa peau alors qu'ils étaient enlacés après coup, les mots, jamais prononcés à aucune femme auparavant, émergeant spontanément, honnêtes et bruts. Les yeux de Nadia, lumineux dans l'obscurité, cherchèrent son visage. « Je tombe aussi », admit-elle, et ça me fait peur de voir à quel point c'est rapide, à quel point c'est complet. Nous trouverons la solution ensemble, promit Ethan, la serrant contre lui tandis que la tempête s'apaisait progressivement dehors. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu anticiper à quelle vitesse cette promesse serait mise à l'épreuve. Chapitre 6, signaux d'alerte. La photographie apparut dans la section potin du New York Post une semaine plus tard, Ethan et Nadia quittant le gala, trempés par la pluie et manifestement intimes.
Le titre était à la fois banal et incendiaire, la nouvelle flamme exotique du milliardaire de la technologie. Nadia la vit pour la première fois lorsqu'une collègue laissa tomber le journal sur son bureau avec un air dubitatif. L'article d'accompagnement spéculait sur ses origines, ses qualifications, et sous-entendait, de manière à peine voilée, qu'elle avait obtenu la subvention du conservatoire par des moyens autres que le mérite professionnel. Son téléphone commença à sonner immédiatement, d'abord Ethan, puis le président du conseil d'administration du conservatoire, puis des journalistes cherchant des commentaires. Elle les ignora tous, se concentrant sur l'achèvement de ses tâches matinales avec une précision mécanique, tout en traitant intérieurement les implications de sa vie privée devenant de la pâture publique. Quand Ethan apparut à la porte de son bureau peu après le déjeuner, son visage tendu par une colère maîtrisée, Nadia permit enfin à ses propres émotions de faire surface. « Mon équipe de relations publiques est dessus depuis ce matin », dit-il sans préambule. Ils ont émis des lettres de cessation et d'abstention à toute publication diffusant la photo, et nous préparons une déclaration qui souligne tes références professionnelles et le soutien de longue date de la Fondation au Conservatoire, antérieure à notre relation. Notre relation, répéta Nadia, les mots encore étranges sur sa langue. Est-ce ainsi que nous appelons cela? Ethan traversa la pièce jusqu'à son bureau. Que préfères-tu que nous appelions cela? Je ne sais pas, admit-elle. Mais je sais que je ne veux pas qu'elle soit décortiquée dans la presse ou défendue par ton équipe de relations publiques. C'est exactement ce que je craignais. Que mon travail soit éclipsé, ma réputation mise en doute. La publicité s'éteindra, l'assura-t-il. Ces cycles d'information sont brefs. Ce n'est pas le propos, dit Nadia, se levant pour faire les 100 pas dans le petit bureau. Il ne s'agit pas d'une mauvaise presse. Il s'agit du fait qu'en tant que femme noire dans une position comme la mienne, je n'ai pas le luxe des scandales ou des distractions. Chaque accomplissement que j'ai gagné est déjà remis en question. Chaque subvention, chaque publication, chaque poste. Les gens cherchent des raisons d'attribuer mon succès à autre chose qu'au mérite. Ethan resta silencieux un instant, absorbant ses mots. Je n'avais pas considéré cette perspective. C'est ce qu'il reconnut finalement. Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute, soupira Nadia. C'est la réalité dans laquelle j'évolue tous les jours. Mais cela complique les choses entre nous. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, l'assistante de Nadia frappa, l'air contrit. Docteur Alice, Madame Kensington est ici pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. Nadia et Ethan échangèrent des regards perplexes. Margaret Kensington était la donatrice privée la plus généreuse du conservatoire, une riche veuve qui finançait leurs programmes éducatifs. Faites-la entrer, dit Nadia, redressant sa veste et passant immédiatement en mode professionnel. Madame Kensington entra, élégamment vêtue comme toujours, ses yeux vifs remarquant la présence d'Ethan avec une curiosité évidente. Docteur Ellis, Monsieur Blackwood, reconnut-elle d'un hochement de tête. Je suis ravi de vous trouver tous les deux ici. Cela m'évite de prendre 2 rendez-vous. Que pouvons-nous faire pour vous, Madame Kensington, demanda Nadia, maintenant son calme malgré la visite inattendue. Vous pouvez m'expliquer, dit la femme plus âgée sèchement, pourquoi j'ai reçu un appel ce matin d'Isabella Thornton m'informant que la Fondation Blackwood envisage de retirer son soutien aux initiatives de développement durable du conservatoire et de réorienter ses fonds vers le nouveau projet de développement à Westchester. Les yeux de Nadia se tournèrent vers Ethan, qui semblait tout aussi étonné. C'est la première fois que j'entends parler d'un tel plan, dit-il, son expression s'assombrissant. Isabella n'a aucune autorité pour faire de telles affirmations. Elle semblait assez confiante, observa Madame Kensington. Elle a mentionné quelque chose concernant un conflit d'intérêts qui nécessitait une réévaluation des engagements de la Fondation. La compréhension arriva chez Nadia avec une clarté écœurante. Isabella, clairement menacée par l'intérêt d'Ethan pour elle, prenait des mesures préventives pour saper à la fois leur relation et la position professionnelle de Nadia. Madame Kensington, dit Ethan, sa voix calme et teintée d'acier. Je peux vous assurer que l'engagement de la Fondation envers le conservatoire reste inchangé. Au contraire, nous explorons des moyens d'élargir notre soutien. La riche donatrice les étudia tous les deux pendant un moment, son expression indéchiffrable. Je vois. Et la nature de votre implication personnelle avec le docteur Ellis a-t-elle une incidence sur ses décisions de financement? Nadia sentit la chaleur monter à son visage, en partie de l'embarras, en partie de l'indignation de voir sa vie professionnelle soumise à un tel examen minutieux. Le processus d'examen des subventions de la Fondation est rigoureux et objectif, répondit Ethan avec aisance.
Les propositions du docteur Ellis ont toujours été financées uniquement sur la base du mérite, bien avant qu'il n'existe un quelconque lien personnel entre nous. Il ajouta, rencontrant les yeux de Nadia avec une intensité tranquille. Ceci dit, je ne m'excuse pas de ma relation avec l'un des esprits les plus brillants de la science de la conservation. L'expression de Madame Kensington s'adoucit légèrement. Eh bien, dit-elle après une pause. Je suppose que c'est d'une franchise rafraîchissante. Je considérerai la question comme clarifiée pour l'instant. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Cependant, vous voudrez peut-être vous préparer à d'autres conversations de ce genre, ma chère, ajouta-t-elle à Nadia. Le circuit des potins n'est rien si ce n'est pas persistant. Après son départ, l'expression d'Ethan se durcit. Isabella, dit-il, le nom comme de la pierre à fusil dans sa bouche. J'aurais dû anticiper cela. Qui est-elle pour toi, vraiment, demanda Nadia. La question qui mijotait depuis le gala faisait finalement surface. Sa famille a des liens avec plusieurs membres du conseil d'administration, expliqua Ethan. Nous sommes sortis ensemble brièvement il y a 3 ans. Une relation qui avait du sens sur le papier mais n'avait aucune substance dans la réalité. Elle a maintenu la fiction que nous pourrions éventuellement nous réconcilier. Ses yeux rencontrèrent ceux de Nadia. Elle est également au comité qui supervise le projet de développement dans le comté de Westchester. Le projet Greenbrier Acre. Celui qui prévoit de défricher 200 acres de zones humides protégées. Ethan hocha la tête d'un air sombre. Celui-là même. Ethan, dit lentement Nadia. Tu sais que je me bats contre ce développement depuis des mois. Ces zones humides sont un habitat essentiel pour plusieurs espèces menacées. Je sais, reconnut-il. C'est pourquoi la Fondation n'a pas engagé de financement, malgré la pression considérable de certains membres du conseil d'administration ayant des intérêts financiers dans le projet, y compris Isabella. Y compris Isabella, conclut Nadia. Les pièces du puzzle s'assemblent. Elle utilise notre relation comme levier, suggérant que je suis compromise par mon lien personnel avec toi. L'ironie ne leur échappa pas. Donc, je suis caractérisé comme couchant avec toi pour garantir le financement du conservatoire, dit amèrement Nadia. Tout en étant simultanément blâmé de t'influencer contre d'autres projets. Ça ne marchera pas, l'assura Ethan. S'approchant pour prendre ses mains. Le conseil respecte mon jugement, et les tactiques d'Isabella sont transparentes. Mais efficaces, souligna Nadia. Elle a déjà semé le doute chez Madame Kensington. Combien d'autres appels a-t-elle fait? Combien d'autres donateurs ou membres du conseil remettent en question mon intégrité, ou la tienne? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, le téléphone de Nadia sonna, le président du conseil d'administration du conservatoire à nouveau. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Je dois prendre cet appel. Ethan hocha la tête, comprenant que la conversation nécessitait de l'intimité. Je vais m'occuper d'Isabella, promit-il. Sa voix tombant à un registre qui rappela à Nadia l'homme d'affaires impitoyable qu'il devait être dans la salle de réunion. Ça s'arrête maintenant. Alors qu'il quittait son bureau, Nadia ressentit un frisson d'appréhension. La simple joie de tomber amoureuse était soudain devenue compliquée par des dynamiques de pouvoir, l'examen public et des conflits professionnels qui menaçaient tout ce pour quoi elle avait travaillé. Répondant au téléphone, elle se prépara aux conversations difficiles à venir, se demandant si ce qu'elle et Ethan construisaient pouvait résister à la tempête qui approchait clairement. Chapitre 7, Carrefour. La salle de réunion de Blackwood Innovation devint silencieuse à l'entrée d'Ethan. 14 perdus le regardèrent prendre place à la tête de la table, son expression ne révélant rien malgré le tumulte des 24 dernières heures. Merci à tous d'avoir accepté cette réunion d'urgence, dit-il. Sa voix était contrôlée et autoritaire. Je vous ai réunis ici pour aborder le projet de développement de Greenbrier Acre et la position de la Fondation à ce sujet. Isabella Thornton se déplaça sur sa chaise, ses doigts parfaitement manucurés tapotant légèrement contre la table polie. Je crois que nous avons déjà discuté de l'implication potentielle de la Fondation, dit-elle doucement. Le projet présente des opportunités économiques importantes pour la région. Il présente également des préoccupations environnementales importantes, rétorqua Ethan, faisant signe à son assistante, qui distribua des dossiers à chaque membre du conseil. Ces rapports détaillent l'impact écologique du développement de ces zones humides. Le coût environnemental l'emporte de loin sur tout avantage économique. Avec tout le respect que je vous dois, intervint Edmund Thornton, l'oncle d'Isabella et un actionnaire majeur, ces préoccupations semblent avoir fait surface plutôt soudainement.
On pourrait se demander si vos relations personnelles ne colorent pas votre jugement. L'accusation implicite resta suspendue dans l'air. L'expression d'Ethan resta impassible, bien qu'un muscle se crispa dans sa mâchoire. Si vous faites référence à ma relation avec le docteur Ellis, dit-il calmement, je rappellerai au Conseil que son expertise en sciences de la conservation est précisément la raison pour laquelle son opinion sur cette question devrait être valorisée. Cependant, ces rapports, il tapota le dossier, proviennent de sociétés indépendantes d'évaluation environnementale sans lien avec le docteur Ellis ou le conservatoire. Néanmoins, insista Isabella. L'apparence d'un conflit existe. Nous devons considérer la réputation de la Fondation. En effet, nous le devons, convint Ethan, son ton se durcissant légèrement, c'est pourquoi j'ai préparé une déclaration clarifiant que le docteur Ellis et moi nous sommes récusés de toute décision de financement qui pourrait présenter même l'apparence d'un conflit. Il fit glisser un autre document sur la table. Ce que je ne ferai pas, c'est soutenir un projet qui viole la mission fondamentale de la Fondation en matière de durabilité environnementale simplement pour éviter les potins non fondés. Le sourire d'Isabella se crispa. Comme c'est noble. Et que pense votre nouvel ami de votre décision de prendre vos distances avec ses préoccupations professionnelles? Ethan rencontra son regard directement. Le docteur Ellis comprend l'éthique professionnelle mieux que la plupart des gens. Isabella, quelque chose que vous pourriez envisager d'imiter. La réprimande, bien que prononcée calmement, fit que plusieurs membres du conseil se déplacèrent inconfortablement. Quant au projet Greenbrier, continua Ethan, s'adressant à l'ensemble de la salle, je recommande à la Fondation de retirer publiquement son examen de financement et de publier une déclaration soutenant la préservation des zones humides. J'ai exposé notre raisonnement environnemental et éthique dans les documents devant vous. La discussion du conseil qui s'ensuivit fut houleuse mais finalement productive. À la fin de la réunion, une majorité s'était rangée du côté d'Ethan. Impressionnés par la rigueur de sa recherche d'impact environnemental, Isabella et son oncle partirent avec une hostilité à peine voilée. Mais Ethan avait gagné cette bataille particulière. La victoire, cependant, lui sembla creuse alors qu'il se rendait à l'appartement de Nadia ce soir-là. Leur conversation téléphonique au cours de la dernière journée avait été brève et tendue. Son attention était consumée par la gestion des dégâts au conservatoire, tandis que la sienne se concentrait sur la parade aux machinations d'Isabella. La pluie commença à tomber alors qu'il se garait devant son immeuble. Une averse douce et régulière qui semblait faire écho à sa propre incertitude. Ils s'étaient rencontrés sous la pluie, s'étaient trouvés sous la pluie, et faisaient maintenant face à leur premier défi sérieux alors que la pluie tombait à nouveau autour d'eux. Ethan se demanda si c'était un présage. Lorsque Nadia ouvrit sa porte, les ombres sous ses yeux lui révélèrent tout sur la difficulté de sa journée. Sans un mot, il la tira dans ses bras, la serrant fort comme si elle pouvait s'échapper. « Tu m'as manqué » murmura-t-il contre ses cheveux. « Ça ne fait qu'1 jour » répondit-elle. Bien que ses bras se soient resserrés autour de lui, démentant sa réponse désinvolte. À l'intérieur de son appartement, ils s'assirent étroitement ensemble sur son petit canapé, la pluie tambourinant contre les fenêtres créant une bulle d'intimité autour d'eux. La réunion du conseil s'est déroulée aussi bien que possible, dit Ethan. Ses doigts s'entremêlaient avec les siens. Nous nous opposons officiellement au développement de Greenbrier et publions une déclaration soutenant la préservation des zones humides. Le soulagement traversa le visage de Nadia. C'est merveilleux. Ces zones humides sont irremplaçables. Isabella n'était pas contente, ajouta-t-il. Je ne pense pas que nous ayons entendu le dernier modèle. Non, je ne m'y attends pas, Nadia soupira, retirant sa main de la sienne pour la passer dans ses cheveux, un geste qu'il reconnaissait maintenant comme un signe de stress. Mon conseil d'administration n'a pas été aussi coopératif que le tien. Ethan se crispa. Que s'est-il passé? Il s'inquiète de la publicité négative affectant les relations avec les donateurs. Certains ont suggéré que je prenne un congé administratif temporaire jusqu'à ce que l'attention des médias s'estompe. Sa voix était régulière, mais Ethan pouvait entendre la blessure sous la façade professionnelle. Apparemment, je suis une distraction de la mission du conservatoire. C'est absurde, dit Ethan, sa colère s'enflammant. Tu es la mission du conservatoire. Sans ton travail, la moitié de leur programme n'existerait pas. Peu importe, répondit Nadia, se levant pour faire les 100 pas dans la petite pièce. La perception est la réalité dans les organisations financées par des donateurs. S'ils croient que je compromets notre réputation, les faits sont sans importance. Je vais leur parler, proposa immédiatement Ethan.
Je peux augmenter le financement de la fondation pour compenser toute perte potentielle. Non, l'interrompit sèchement Nadia. C'est exactement ce que nous ne pouvons pas faire, Ethan. Utiliser ton argent ou ton influence ne ferait que confirmer leurs soupçons selon lesquels notre relation est en quelque sorte transactionnelle. Elle arrêta de marcher pour lui faire face directement. Ne vois-tu pas? C'est précisément ce que je craignais quand nous avons commencé. Ma crédibilité professionnelle est remise en question à cause de la personne avec qui je couche. La franchise de sa formulation piqua. Est-ce tout ce que c'est pour toi? Demanda doucement Ethan. Coucher ensemble? L'expression de Nadia s'adoucit. Tu sais que ce n'est pas le cas. Mais c'est ainsi que le monde le voit, la conservatrice noire qui couche avec le milliardaire blanc qui finance ses projets préférés. C'est une narration que j'ai passé toute ma carrière à essayer d'éviter. Ethan se leva, s'approchant pour prendre ses mains dans les siennes. Alors, nous changeons la narration ensemble. Comment? Demanda Nadia, la vulnérabilité dans sa voix le touchant profondément. Je ne sais pas encore, admit-il. Mais je sais que ce que nous avons vaut la peine d'être combattu. Du moins, pour moi. Il chercha ses yeux, soudain incertain. Est-ce que ça l'est pour toi? Le silence qui s'ensuivit sembla interminable. Finalement, Nadia parla, sa voix à peine audible. J'ai besoin de temps, Ethan. D'espace pour réfléchir. Sans que ta force gravitationnelle n'affecte chaque décision. Elle lui serra les mains avant de les dégager doucement. Tout cela est arrivé si vite, et maintenant les conséquences s'abattent sur nous. Ce n'était pas un rejet, pas tout à fait, mais cela y ressemblait. La poitrine d'Ethan se serra d'une panique inconnue. Combien de temps? Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Mais je dois gérer la situation du conservatoire selon mes propres termes, établir des limites qui protègent ma position professionnelle. Ethan voulait argumenter, offrir des solutions, tout arranger comme il avait passé sa vie à le faire. Au lieu de cela, il se força à respecter sa demande. Je comprends, dit-il, bien que chaque instinct se rebellât contre le fait de s'éloigner. À sa porte, leur baiser d'adieu fut tendre et teinté d'incertitude. Ce n'est pas une fin, murmura Nadia contre ses lèvres, juste une pause pour retrouver notre équilibre. Ethan hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix. Alors qu'il marchait vers sa voiture sous la pluie douce, il eut l'impression de laisser une partie de lui-même derrière lui, une vulnérabilité qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance. Pour la première fois depuis des décennies, Ethan Blackwood se retrouva face à un problème qu'il ne pouvait pas résoudre avec de l'argent, du pouvoir ou une planification stratégique. C'était un territoire inconnu, et la voie à suivre était tout sauf claire. Chapitre 8, Traverser la tempête. 3 semaines de silence mirent la maîtrise de soi d'Ethan à rude épreuve. 3 semaines à respecter la demande d'espace de Nadia, alors que chaque instinct l'incitait à agir, à réparer, à revendiquer. Il se jeta dans le travail, enregistrant des journées de 18 heures qui laissaient son équipe de direction en difficulté pour suivre le rythme. Pendant ce temps, la tempête médiatique s'intensifiait. Isabella laissa fuiter des préoccupations anonymes concernant des irrégularités de financement à plusieurs publications économiques. Le conseil d'administration du conservatoire plaça Nadia en congé administratif d'1 mois, ostensiblement pour mener une révision éthique. Bien qu'aucune preuve de faute n'existât, Ethan observait à distance, maintenant la séparation qu'elle avait demandée, mais collectant tranquillement chaque article, surveillant chaque développement. Lorsque le New York Times publia un article particulièrement acerbe remettant en question les qualifications de Nadia, il dut physiquement se retenir de l'appeler, de se précipiter à sa défense. Au lieu de cela, il canalisa sa frustration dans une action stratégique. Son équipe juridique monta discrètement un dossier de diffamation contre les publications imprimant des allégations non fondées. Son équipe de relations publiques prépara un dossier complet sur les références académiques et les réalisations professionnelles de Nadia. Ces enquêteurs privés rassemblèrent des preuves des tentatives systématiques d'Isabella pour miner la réputation de Nadia, mais il ne déploya rien de tout cela pas encore, pas sans le consentement de Nadia. Le 23e jour de leur séparation, le ciel s'ouvrit sur un déluge estival qui inonda les rues de Manhattan et envoya les résidents chercher refuge. Ethan était assis dans son bureau en pentouse, regardant les gouttes de pluie dévaler les baies vitrées, chacune lui rappelant ce premier après-midi à la serre. Son téléphone sonna un numéro inconnu. Normalement, il l'aurait laissé aller à la messagerie vocale, mais quelque chose l'incita à répondre. Ethan Blackwood. Monsieur Blackwood, c'est Lena Wilson, l'amie de Nadia.
La voix de la femme était nette et directe. J'appelle parce qu'elle est trop têtue pour le faire elle-même. Le pouls d'Ethan s'accéléra. Est-ce qu'elle va bien? Physiquement? Oui. Professionnellement et émotionnellement, pas tellement. Lena soupira bruyamment. Écoutez, je dépasse probablement les bornes, mais je ne peux plus la regarder sacrifier son bonheur pour protéger sa fierté. Le conseil d'administration du conservatoire s'est réuni hier. Il prolonge son congé indéfiniment, en attendant un examen plus approfondi. Sur quelle preuve? Exigea Ethan, sa colère s'enflammant. Aucune. C'est le point. C'est un jeu d'attente. Ils espèrent qu'elle démissionnera pour éviter toute nouvelle controverse. Pendant ce temps, elle s'isole, refusant de laisser quiconque l'aider, y compris vous. Ethan se pinça l'arête du nez, traitant cette information. Que suggérez-vous, mademoiselle Wilson? J'ai respecté sa demande d'espace. Respectueusement, monsieur Blackwood, parfois l'espace n'est pas ce dont les gens ont vraiment besoin. Parfois, ils ont besoin de quelqu'un pour leur rappeler pourquoi ils se battent. La voix de Lena s'adoucit légèrement. Elle vous manque. Elle ne l'admettra pas, mais c'est le cas. Et d'après ce que je vois, vous aussi. Plus que je ne peux l'exprimer, reconnut Ethan, se surprenant par l'honnêteté brute. Alors faites quelque chose, le défia Lena. Elle est au conservatoire maintenant, elle vide son bureau. Aujourd'hui pourrait être votre dernière chance avant qu'elle ne se convainque que cette séparation est pour le mieux. Après avoir remercié Lena pour l'appel, Ethan resta immobile pendant plusieurs instants, pesant ses options. Respecter les limites de Nadia était important, mais se battre pour ce qu'ils avaient trouvé ensemble l'était tout autant. La pluie continuait de tomber dehors, faisant écho au tumulte de ses pensées. Décision prise, il attrapa son manteau et ses clés. Le conservatoire botanique de Manhattan était presque désert sous l'averse, la plupart des visiteurs ayant cherché des attractions plus sèches pour la journée. Ethan contourna l'entrée principale, utilisant ses références de la fondation pour accéder au bâtiment administratif où il avait rencontré Nadia pour la première fois des mois plus tôt. Il la trouva dans son bureau, emballant méthodiquement des livres dans des cartons, le dos à la porte. Même de dos, il pouvait voir la fatigue dans l'inclinaison de ses épaules, la précision mécanique de ses mouvements. « Tu vas quelque part » demanda-t-il doucement depuis l'embrasure de la porte. Nadia se figea, puis se tourna lentement pour lui faire face. La vue d'elle, belle malgré l'épuisement évident dans ses yeux, le frappa avec une force physique. « Ethan, dit-elle, son nom moitié déclaration, moitié question. « Que fais-tu ici ?»« Je brise le silence, » répondit-il simplement. « Ça fait 23 jours, Nadia. J'ai respecté ta demande d'espace, mais je ne peux pas rester les bras croisés et les regarder démanteler ta carrière à cause de nous. » Elle soupira, posant le livre qu'elle tenait. « Il ne s'agit plus seulement de nous. Une fois que l'histoire a éclaté, chaque décision que j'ai jamais prise, chaque subvention que j'ai jamais reçue, a été examinée. Le Conseil se préoccupe des apparences plutôt que des faits. Alors nous leur donnons de nouveaux faits, dit Ethan, avançant dans le bureau. J'ai tout ce dont nous avons besoin pour combattre cela. Option légale, stratégie médiatique, preuve de la campagne délibérée d'Isabella contre toi. Plus de complications, dit Nadia avec lassitude. Plus de visibilité, plus de drame. Quelle est l'alternative? Les laisser gagner? Sacrifier ta carrière et notre relation parce que c'est plus facile que de se battre? Plus facile? La voix de Nadia s'éleva légèrement. Rien de tout cela n'a été facile, Ethan. J'ai passé des années à bâtir ma réputation dans ce domaine, des années à prouver que j'appartiens à ce niveau basé uniquement sur le mérite. Et en quelques semaines, tout a été réduit à des murmures sur la personne avec qui je couche. Ethan réduisit la distance entre eux, s'arrêtant juste avant de la toucher, bien que son corps souffre de le faire. Je comprends cela. Mais t'éloigner de ton travail, de nous, ce n'est pas la solution. Alors, quelle est? Le défiait-elle, la vulnérabilité brisant son extérieur composé. Nous l'affrontons ensemble, dit-il simplement. Plus de séparation, plus de cachette, plus de laisser les autres définir ce que nous sommes l'un pour l'autre. Le tonnerre gronda dehors, la pluie s'abattant contre les fenêtres par rideaux. Le temps semblait faire écho à la tempête émotionnelle entre eux, puissante, élémentaire, impossible à ignorer. Tu m'as manqué, admit Nadia, sa voix à peine audible au-dessus de l'orage. Chaque jour,
chaque heure. Mais je n'arrêtais pas de penser que si je donnais juste du temps, si je me concentrais juste sur la sauvegarde de ma position professionnelle. Tu m'as manqué aussi, dit Ethan, se permettant finalement de lui prendre la main, plus que je ne savais que c'était possible. Et j'ai réalisé quelque chose au cours de ces semaines de séparation. Quoi donc, demanda-t-elle, ne se retirant pas de son toucher. Que tout cela, mon entreprise, ma richesse, mon soi-disant empire ne signifie rien si je ne peux pas le partager avec quelqu'un qui me voit pour qui je suis vraiment. Sa poigne se resserra légèrement. Tu es cette personne, Nadia, la seule qui ait jamais regardé au-delà de la façade du milliardaire pour voir l'homme qui se cache en dessous. Ses yeux brillèrent de larmes non versées. J'ai peur, Ethan. Peur de perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé. Peur de dépendre de toi et de tes ressources pour arranger ça. Peur de ce qui se passe si nous ne pouvons pas traverser cette tempête. Ethan porta sa main à ses lèvres, pressant un baiser sur sa paume. J'ai peur aussi, admit-il. Terrifié. En fait, je n'ai jamais ressenti pour personne ce que je ressens pour toi. Je n'ai jamais eu autant à perdre. L'honnêteté de sa confession, cette admission de vulnérabilité de la part d'un homme qui avait construit sa vie autour de la projection de force et de contrôle, sembla atteindre Nadia d'une manière que ses autres arguments n'auraient pu faire. Que faisons-nous maintenant, demanda-t-elle doucement. Premièrement, dit Ethan, la tirant doucement dans ses bras, nous arrêtons de prétendre que nous sommes mieux séparés qu'ensemble. Nadia se fondit contre lui, son corps s'ajustant au sien aussi parfaitement qu'il s'en souvenait. La sensation de la tenir à nouveau après des semaines de séparation était écrasante, un retour à la maison dont il n'avait pas su qu'il avait besoin jusqu'à cet instant. Et ensuite ? Murmura-t-elle contre sa poitrine. Ensuite, dit Ethan avec une détermination tranquille, nous ripostons. Mais selon nos conditions, pas les leurs. Plus de réaction, plus de défense. Nous prenons le contrôle de la narration. Le baiser qui suivit fut à la fois tendre et féroce, une reconnexion, une promesse, une déclaration. Dehors, la tempête continuait de faire rage. Mais à l'intérieur du petit bureau, quelque chose de brisé commençait à guérir. Alors qu'ils se séparaient, l'expression de Nadia s'était transformée. La lassitude était remplacée par une étincelle de sa détermination naturelle. Tu sais quoi? Tu as raison. J'ai joué la défense, essayant de protéger ce que j'ai construit au lieu de le défendre. Nous l'avons fait tous les deux, reconnut Ethan. J'ai respecté tes limites au détriment de te soutenir quand tu en avais le plus besoin. Nadia se tourna pour regarder les jardins battus par la pluie, puis revint vers Ethan avec une résolution nouvelle. Je veux faire une déclaration. Une déclaration publique. Plus de cachette. Plus de gestion des dégâts séparés. Nous présentons un front uni. Les sourcils d'Ethan se haussèrent de surprise. Tu es sûr? C'est un revirement complet par rapport à ta position d'il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, je pensais que la séparation protégerait ma position professionnelle, répondit Nadia. Maintenant, je comprends que cela m'a seulement rendu plus vulnérable. Il contrôle l'histoire parce que nous sommes restés silencieux. Ses yeux ambrés brillèrent de détermination. Il est temps de changer ça. Que as-tu en tête? Demanda Ethan, un sourire commençant à se former alors qu'il reconnaissait le retour de la femme passionnée et intrépide dont il était tombé amoureux. Une conférence de presse, dit Nadia avec décision. Ici, au conservatoire. Nous présentons les preuves que tu as recueillies sur la campagne de dénigrement d'Isabella. Nous abordons directement les préoccupations relatives au conflit d'intérêts en annonçant des protocoles de surveillance transparents pour les subventions de la Fondation. Son esprit était clairement en avance, formulant une stratégie pendant qu'elle parlait. Plus important encore, nous refusons de nous excuser pour notre relation tout en maintenant des limites professionnelles claires. Ethan ressentit une vague de fierté et d'admiration en la voyant passer de vaincue à provocatrice. J'aime ça, dit-il. Audacieux, direct, proactif au lieu de réactif. Il y a une condition, ajouta Nadia, son expression sérieuse. Je veux qu'il soit clair que c'est aussi ma bataille. Je ne serai pas la demoiselle que tu sauves avec tes ressources et ton influence. Nous nous tenons comme des égaux dans tout cela. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement, l'assura Ethan. Ton expertise, ta réputation, ton intégrité, ce sont tes armes. Et elles sont plus puissantes que tout ce que mon argent pourrait acheter. Alors qu'ils quittaient le conservatoire ensemble, marchant sous la pluie battante sans prendre la peine de prendre des parapluies,
Ethan sentit le poids des 3 dernières semaines se lever. Ils avaient traversé leur première tempête majeure en tant que couple, et bien que des défis les attendaient certainement, ils les affronteraient ensemble, tout comme ils marchaient maintenant main dans la main à travers l'averse, embrassant plutôt qu'évitant les éléments qui les avaient réunis. La pluie, réalisa Ethan, n'avait jamais été un obstacle à surmonter. Elle avait été une bénédiction, balayant les prétextes et révélant ce qui importait vraiment. Et maintenant, une fois de plus, elle les baptisait de son pouvoir purificateur, les préparant pour la bataille et l'avenir qui les attendait. Chapitre 9, Révélation. La conférence de presse fut l'idée de Nadia, une réponse publique audacieuse à des semaines de murmures et d'insinuations. Le lieu était symbolique, l'atrium principal du Conservatoire botanique de Manhattan, entouré du témoignage vivant de son dévouement professionnel. Ethan se tenait à ses côtés pour la soutenir tandis qu'elle s'adressait aux journalistes assemblés, sa voix claire et inébranlable malgré la pression. J'ai consacré ma carrière à la science de la conservation, pas au gros titre des tabloïds, déclara fermement Nadia. La suggestion que ma relation avec Ethan Blackwood ait compromis mon éthique professionnelle est non seulement fausse, mais révèle un schéma de préjugés troublant. Mon travail a toujours reposé sur son seul mérite. Pendant qu'elle parlait, Ethan étudia la foule, ses yeux se plissant lorsqu'il aperçut Isabella se glisser par une entrée latérale. Elle n'avait pas été invitée, pourtant elle était là, élégante dans un tailleur pantalon bleu marine, composé et planifiant clairement quelque chose de perturbateur. Nadia était en train de conclure sa déclaration quand Isabella s'avança. « Docteur Ellis, n'est-il pas vrai que le financement du conservatoire a augmenté de 40% après le début de votre relation avec Monsieur Blackwood ?» Un murmure parcourut l'assemblée de la presse. Ethan se crispa, prêt à intervenir, mais Nadia leva la main pour l'arrêter. « C'est exact, » reconnut Nadia, surprenant tout le monde par sa franchise. Le soutien de la fondation Blackwood a augmenté 6 mois avant qu'Ethan et moi ne nous rencontrions. Le financement était basé sur des propositions de recherche examinées par des pairs et approuvées par un comité indépendant. Elle fixa Isabella d'un regard assuré. Peut-être aimeriez-vous expliquer pourquoi vous avez tenté de faire pression sur les membres du conseil pour qu'ils retirent ce financement après que notre relation soit devenue publique. Isabella pâlit visiblement. Je ne sais pas de quoi vous. Nous avons des enregistrements d'appels, Mademoiselle Thornton, interrompit Ethan avec aisance, s'avançant. Des appels à des membres du conseil d'administration, à des donateurs et à des journalistes, diffusant de fausses informations sur les qualifications du docteur Ellis et le processus de subvention de notre fondation. Il fit signe à son assistante, qui distribua des dossiers aux journalistes clés. Vous trouverez des preuves documentées d'une tentative systématique de nuire à la réputation du docteur Ellis et de miner le financement du conservatoire, non pas pour des préoccupations éthiques, mais parce que Mademoiselle Thornton a des intérêts personnels et financiers dans le projet de développement de Greenbrier, un projet qui détruirait des zones humides protégées, et auquel le docteur Ellis s'est professionnellement opposé. Ethan continua, sa voix mesurée mais autoritaire. La preuve comprend des courriels entre Mademoiselle Thornton et des promoteurs immobiliers, promettant de gérer l'opposition environnementale. Des dossiers financiers montrant sa participation non divulguée de 15% dans Greenbrier Holdings, et des conversations enregistrées avec 3 membres du conseil d'administration du conservatoire, où elle a explicitement menacé de retirer le soutien des donateurs si le docteur Ellis restait à son poste. Le visage d'Isabella se déforma de fureur. Vous n'oseriez pas exposer. Je l'ai déjà fait, dit calmement Ethan. Le dossier complet a été livré au conseil d'administration de la fondation et à la SEC, étant donné les multiples conflits d'intérêts que vous n'avez pas divulgués. La position de votre oncle au conseil ne vous protégera pas cette fois. Des flashs crépitèrent alors qu'Isabella sortait, sa parfaite contenance brisée. La presse redirigea son attention vers Ethan et Nadia, les questions fusant rapidement sur les preuves. Ethan leva les mains pour obtenir le silence. Il ne s'agit pas seulement de blanchir le nom du docteur Ellis, bien que ce soit certainement important pour moi. Il se tourna vers Nadia, son expression s'adoucissant. Il s'agit de se tenir aux côtés de la femme que j'aime et de refuser de laisser les autres définir notre relation ou son exceptionnelle carrière. Les yeux de Nadia s'écarquillèrent à cette déclaration publique. Ils avaient prévu de garder un ton professionnel, et pourtant, voilà qu'Ethan abandonnait le script pour parler avec son cœur devant des dizaines de journalistes. Je suis tombé amoureux de Nadia Ellis pour son intelligence, son intégrité et son engagement indéfectible à protéger notre monde naturel, continua Ethan, son regard ne quittant jamais le sien. Quiconque connaît son travail comprend pourquoi elle est respectée mondialement dans son domaine. Quiconque connaît son cœur comprend pourquoi je ne peux imaginer ma vie sans elle.
Sans prévenir, il posa un genou à terre, sortant une petite boîte en velours de sa poche. La salle explosa en hoquets de surprise et en flash d'appareils photo. Ce n'est pas ainsi que nous avions prévu cette conférence de presse, reconnut Ethan avec un sourire. Mais j'ai appris que les moments les plus importants de la vie suivent rarement un script. Il ouvrit la boîte pour révéler une superbe bague en émeraude, dont le vert profond faisait écho à la robe qu'elle portait au gala, la monture conçue pour ressembler à des vignes entrelacées. Nadia Ellis, voulez-vous m'épouser? Le temps sembla s'arrêter tandis que leurs regards se croisaient. Dans cet instant suspendu, les caméras, les journalistes, le scandale. Tout disparut. Il ne restait que deux, connectés comme ils l'avaient été depuis ce premier jour pluvieux. Oui, murmura Nadia, puis plus fort pour que tous l'entendent, oui, je le veux. Alors qu'Ethan lui passait la bague au doigt et se levait pour l'embrasser, les cieux s'ouvrirent à l'extérieur. La pluie se déversa sur le plafond de verre de l'atrium, les entourant de l'élément qui avait marqué chaque moment important de leur relation. Les caméras capturèrent le symbolisme parfait, la brillante écologiste et le puissant homme d'affaires, unis sous une averse qui semblait bénir leur union, un amour qui avait survécu à sa propre tempête et en était ressorti plus fort. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils célébraient en privé dans le penthouse d'Ethan, le téléphone de Nadia sonna. C'était le président du conseil d'administration du conservatoire. Après avoir examiné les preuves contre Isabella et constaté le soutien public pour Nadia lors de la conférence de presse, le conseil l'avait non seulement réintégrée, mais lui offrait le poste de directrice exécutive. Leur seule condition, la création d'un comité d'examen indépendant pour toutes les demandes de subventions afin d'assurer la transparence à l'avenir. Ils me promeuvent, dit Nadia, incrédule, en raccrochant. Ils reconnaissent ta valeur, corrigea Ethan en la prenant dans ses bras. Ce que je sais depuis le jour où nous nous sommes rencontrés sous la pluie. Chapitre 10, pleine floraison 6 mois plus tard, le conservatoire botanique de Manhattan s'était transformé en jardin enchanté. La lumière des bougies illuminait des sentiers serpentant à travers une végétation luxuriante, et des fleurs rares s'étaient ouvertes spécialement pour l'occasion, emplissant l'air d'un mélange enivrant de jasmin, de gardénias et d'orchidées exotiques. Dans la serre tropicale, là où leur histoire avait commencé, Ethan attendait sous une arche d'orchidées phalaenopsis blanches en cascade et de feuilles de monstera d'un vert profond. Le rassemblement intime ne comprenait que leurs amis les plus proches et leurs familles, un contraste frappant avec le spectacle public qui les avait entourés depuis la conférence de presse. Le scandale s'était rapidement effondré face aux preuves accablantes contre Isabella. Elle avait démissionné de tous ses postes au conseil d'administration et s'était retirée de la vie publique après que la SEC, le gendarme de la bourse américain, eut ouvert une enquête officielle sur ses transactions financières. Pendant ce temps, les marais de Greenbrier avaient été désignés comme sanctuaires protégés, à l'abri de tout développement, une victoire pour la première initiative de Nadia en tant que directrice exécutive. Alors que des cordes douces emplirent la serre du « Clair de lune » de Debussy, Ethan se tourna pour voir Nadia s'approcher au bras de son père. Sa robe, un chef-d'œuvre de soie champagne avec de délicates feuilles brodées tombant en cascade de l'épaule à l'ourlet, captait la lumière dorée et semblait rayonner de l'intérieur, tout comme la femme elle-même. L'air chaud et humide de la serre portait l'odeur de la terre mouillée par la pluie et des fleurs tropicales, les mêmes senteurs qui les avaient entourés lors de leur première rencontre. Chaque détail avait été choisi pour honorer non seulement leur histoire d'amour, mais aussi l'engagement de toute une vie de Nadia envers le monde naturel. Leurs vœux, prononcés au milieu de la beauté vivante qu'ils chérissaient tous deux, étaient à la fois éloquents et d'une honnêteté désarmante. « Je promets de te défier, » dit Nadia, ses yeux ne quittant jamais les siens, de remettre en question tes certitudes lorsque ce sera nécessaire, de soutenir tes ambitions lorsqu'elles seront louables, et de te rappeler que les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent être ni acquises ni contrôlées, seulement chéries et protégées. Je promets d'écouter, répondit Ethan, sa voix stable malgré l'émotion qui menaçait de le submerger, de valoriser ta sagesse plus que mes propres suppositions, de me tenir à tes côtés en tant que partenaire égal, et de me souvenir que la plus grande force ne réside ni dans le pouvoir ni dans la richesse, mais dans le courage d'être vulnérable avec celle qu'on aime. Alors qu'ils échangeaient leurs alliances, une pluie fine commença à crépiter contre le toit de la serre, si faible que de nombreux invités ne la remarquèrent pas, mais indubitable pour Ethan et Nadia. Ils partagèrent un sourire complice en entendant la bande-son familière de leur histoire d'amour. « J'avais commandé une météo parfaite, » murmura Ethan en lui passant l'alliance au doigt. « Elle est parfaite, » répondit Nadia en jetant un coup d'œil au dôme de verre embué par la pluie. « Absolument parfaite. » Le dîner de célébration qui suivit eut lieu dans le hall principal du conservatoire, transformé en une clairière intime avec de vrais arbres et des fleurs en cascade. Entre les plats,
Ethan surprit Nadia en annonçant la création de la « Bourse Ellis pour les scientifiques sous-représentés en conservation », un programme qui financerait des opportunités de recherche pour les femmes de couleur poursuivant des carrières en sciences de l'environnement. « Ma femme, dit-il, ce nouveau terme provoquant un frisson visible chez tous les deux, m'a montré que le vrai changement nécessite non seulement des ressources, mais aussi de la représentation. Cette bourse honore son parcours et garantit que d'autres auront des chemins plus clairs à suivre. » Plus tard, alors qu'ils partageaient leur première danse, Nadia posa sa tête contre la poitrine d'Ethan, écoutant le rythme régulier de son cœur. « Tu ne cesses de me surprendre, murmura-t-elle. J'ai l'intention de continuer pendant au moins les 50 prochaines années, promit-il en la serrant plus fort. À commencer par notre destination de lune de miel, qui reste un secret bien gardé. Tant qu'il y a un risque de pluie, taquina Nadia, je suis sûr que j'adorerai. La soirée se conclut par une surprise orchestrée par Lena. Alors que les jeunes mariés s'apprêtaient à partir, les arroseurs de la serre s'activèrent brièvement, une averse artificielle qui les trempa tous les deux sous les rires ravis des invités. Trempé et riant, Ethan prit Nadia dans ses bras et la porta à travers cette douche impromptue jusqu'à leur voiture qui attendait. Certains pourraient considérer que cela porte malheur, dit-il en écartant des boucles mouillées de son visage. Pas nous, répondit Nadia en l'attirant vers elle pour un baiser au goût de pluie. Pour nous, c'est la bénédiction la plus parfaite imaginable. Chapitre 11, Gouttes de pluie et héritage 5 ans plus tard, Ethan leva les yeux de sa tablette pour voir sa fille de 4 ans, Lila, collée contre les baies vitrées de leur pentouse de Central Park. Son petit doigt traçait le chemin des gouttes de pluie qui dévalaient la vitre, ses boucles sombres, si semblables à celles de sa mère, rebondissant d'excitation. « Papa, regarde. Ça recommence. » En effet, approuva Ethan, mettant son travail de côté pour la rejoindre à la fenêtre. « Où est ton frère ? Il ne voudra pas manquer ça. » Théo aide maman avec les graines, l'informa Lila d'un ton important. Il les prépare pour la garden party. Comme s'il était invoqué par les mots de sa sœur, Théo entra en courant dans la pièce, ses yeux, du même bleu acier que ceux de son père, grands ouverts d'anticipation. « Est-ce qu'il pleut assez fort ?» demanda-t-il en se faufilant à côté de sa jumelle. « Presque, promit Ethan, un bras autour de chaque enfant. Dès que le tonnerre commencera. » Un grondement sur l'interrompit, provoquant des cris de joie chez les deux enfants. « C'est le signal », dit la voix de Nadia depuis l'embrasure de la porte. Elle les regardait, de la terre encore sous les ongles de son projet de plantation, son visage illuminé d'amour pour sa famille. Bien qu'elle dirigeât à la fois le conservatoire et les initiatives environnementales de la fondation Blackwood Ellis, elle ne manquait jamais un rituel de pluie avec les jumeaux. « Équipement de pluie prêt !» cria Théo, courant vers le placard où attendaient leur tenue spéciale, de minuscules imperméables jaunes et des bottes assorties à celles de leur mère. 10 minutes plus tard, la famille se tenait sur la terrasse de leur jardin sur le toit, les visages tournés vers le ciel alors que la pluie chaude d'été les trempait jusqu'aux os. Les jumeaux dansaient dans les flaques, leur rire s'élevant au-dessus de la percussion de l'orage. Lila, artiste et rêveuse comme son père l'avait été enfant, tournait les bras écartés, essayant d'attraper des gouttes de pluie sur sa langue. Théo, méthodique et observateur comme sa mère, examinait attentivement comment la pluie affectait les différentes plantes de leur jardin, montrant déjà la curiosité scientifique qui faisait rayonner Nadia de fierté. Ils grandissent chaque jour, observa Ethan, son bras autour de la taille de Nadia alors qu'ils regardaient leurs enfants. Comment 4 ans ont-ils pu passer si vite? De la même manière que 5 ans de mariage, répondit Nadia en se blottissant contre lui. Un jour remarquable à la fois. Ethan la tourna vers lui, toujours aussi captivé par ses cils perlés de pluie et son sourire radieux que lors de ce premier jour dans la serre. Des regrets, demanda-t-il, une question devenue une vérification familière qu'ils avaient maintenue au fil des ans. Pas un seul, répondit Nadia sincèrement. Bien que je sois encore surprise parfois quand je me réveille et que je te trouve à côté de moi. Le formidable Ethan Blackwood, terrassé par un peu de pluie et beaucoup d'amour. Il rit, la serrant plus fort. La meilleure capitulation que j'aurais pu imaginer. Bien que ces deux-là, dit-il en désignant les jumeaux, qui examinaient une flaque formant un reflet parfait du ciel orageux, aient achevé le travail assez minutieusement. Leur parcours vers la parentalité avait été inattendu, les jumeaux arrivant juste un an après leur mariage, transformant leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. La grossesse avait été difficile, Nadia étant alitée pendant les 2 derniers mois, Ethan vivant pratiquement à l'hôpital à ses côtés. Le jour où Lila et Théo étaient venus au monde pendant un orage spectaculaire, naturellement avait été le plus terrifiant et le plus exaltant de la vie d'Ethan.
En tenant ces minuscules êtres parfaits, il avait enfin compris ce que Nadia avait essayé d'expliquer cette nuit-là dans la serre, des années auparavant, que les résultats les plus magnifiques exigent souvent les plus grandes vulnérabilités. « À quoi penses-tu si intensément » demanda Nadia, écartant les cheveux mouillés de son front. « À la perfection avec laquelle l'univers a arrangé les choses, » répondit Ethan. « Comment chaque goutte de pluie nous a conduits exactement là où nous devions être. » Un cri de rire attira leur attention alors que les jumeaux découvraient une flaque particulièrement profonde. Théo, toujours le protecteur bien qu'étant plus jeune de cette minute, tenait la main de sa sœur pour la stabiliser alors qu'ils éclaboussaient avec un abandon sauvage. « Nous devrions bientôt les faire rentrer, » dit Nadia, bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour mettre fin à la célébration. « La garden party commence dans 2 heures, et nous avons tous besoin de nous sécher. » La fête, une collecte de fonds annuelle pour la fondation organisée dans les jardins agrandis du conservatoire, était devenue l'une des invitations les plus convoitées de Manhattan. Contrairement au gala guindé du passé d'Ethan, cet événement célébrait l'innovation environnementale avec des démonstrations, des expositions interactives et l'annonce de bourses pour la prochaine génération d'écologistes. 5 minutes de plus, suggéra Ethan, peu disposé à écourter ce moment familial privé. Point dit l'homme qui planifiait autrefois ses journées par tranches de 15 minutes, taquina Nadia, tout en hochant la tête en signe d'accord. 5 minutes de plus. Alors qu'ils regardaient leurs enfants danser sous l'orage d'été, Ethan réfléchit à la transformation complète de sa vie depuis ce jour de pluie fatidique où une brillante botaniste lui avait offert un abri sous son parapluie. Sa définition du succès avait évolué, passant de l'acquisition et du contrôle à l'entretien et à la protection, qu'il s'agisse de sauvegarder des écosystèmes menacés par le biais de la fondation ou d'enseigner à ses enfants le respect du monde naturel qui les entourait. « Je t'aime », dit-il simplement, se tournant pour embrasser sa femme alors que la pluie continuait de tomber autour d'eux, plus que je n'aurais jamais cru possible. « Je t'aime aussi », répondit Nadia contre ses lèvres. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Tempête ou calme. Un coup de tonnerre ponctua ces mots, suivi des cris excités des jumeaux. Ethan et Nadia se séparèrent en riant, puis se mirent à rejoindre leurs enfants dans leur danse de la pluie, 4 silhouettes se découpant sur la ligne d'horizon de Manhattan. Une famille forgée dans les averses et s'épanouissant aussi bien dans les tempêtes que sous le soleil. Plus tard, alors qu'ils se préparaient pour la garden party, Ethan s'arrêta sur le seuil de la chambre des jumeaux. Nadia était assise entre leurs lits, lisant l'histoire d'une graine qui a poussé malgré des obstacles impossibles. Les enfants, fraîchement lavés et en pyjama, se joindraient au début de la fête avant que leur nounou ne les ramène à la maison pour les coucher. En regardant sa famille ce cadeau miraculeux qu'il n'avait jamais pensé recevoir, Ethan sentit une plénitude dans sa poitrine qui défiait toute description. De milliardaire solitaire à mari et père, du succès isolé à un but partagé, son voyage avait commencé par une rencontre fortuite sous la pluie, et il n'en changerait pas une seule goutte.